Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Donc, je parlais de l'épreuve de force et je pose des questions qui vont nous servir dans le débat. Toucher à un policier, c'est toucher à la République, disait hier soir une députée de la majorité. Je pose deux questions. La répression des débordements, est-ce antidémocratique? Faire respecter la loi au besoin par la force n'est-elle pas une violence légitime en démocratie? Ces questions sont posées. Nous allons débattre sur les violences, à la fois les violences des Black Blocs, de ceux qui sont devant les manifestations contrôlées, légitimes, et les violences et les débordements des policiers. Parfois, débat sur les violences de l'extrême gauche, sur les réponses policières, sur la répression des débordements. Alors pour débattre, Jean-Christophe Couvier est avec nous, unité SGP Police FO. Bonjour. Bonjour. Vous représentez les policiers dans ce débat. Patrick Baudouin, qui est président de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Patrick Baudouin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jean-Pierre Mignard, donc avocat au barreau de Paris. Merci Jean-Pierre Mignard d'être avec nous. Je pose la question, toucher un policier, d'abord, non. Je pose, non, plus directement encore la question, est-ce que faire respecter la loi au besoin par la force est une violence légitime en démocratie? Qui veut répondre? Patrick Baudouin, c'est une violence légitime en démocratie? Je crois qu'il faut analyser la situation d'un point de vue quand même politique. C'est une situation extrêmement dégradée. Bon, on ne va pas développer longuement, c'est une évidence. On va pas reprendre le débat autour de la réforme des retraites. Le débat. Non. Mais ce qu'on voit, c'est que face à cette situation dégradée, ce déni de démocratie ressenti comme tel par une majorité de la population, le pouvoir, et c'est lui qui porte la responsabilité première, a décidé d'utiliser, on va le dire, la répression. Et on voit très bien le distinguo entre des manifestations qui ont eu lieu jusqu'à jeudi dernier, c'est-à-dire jusqu'à la journée du vote du 49-3 qui se sont déroulées dans le calme globalement, et puis le passage en force au Parlement qui a fait dégénérer les choses. C'était annoncé, c'était prévu, c'était certain, et on voit des manifestations depuis jeudi dernier qui effectivement tournent à des affrontements de plus en plus violents. Alors, est-ce que c'est légitime de lutter par la force contre des casseurs? Oui. Seulement, c'est pas l'analyse qu'il convient de faire si on veut être complet et prendre un peu de recul. On voit que ça dégénère donc depuis jeudi dernier. Pourquoi? D'abord, responsabilité du pouvoir. Mais ensuite, il y a eu quand même, dès le début, à compter de jeudi dernier, et c'est ce que dénonce la Ligue des droits de l'homme, le recours à des méthodes de la part des forces de l'ordre qui ont été utilisées, on va dire, pendant la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire des méthodes beaucoup plus violentes dans le système mis en place de répression que ce qui avait été mis en place dans les manifestations précédentes. Alors, c'est le retour, je sais bien que c'est pas totalement illégitime, nous avons eu l'occasion d'en discuter à la NAS, ce qu'on appelle la NAS, mais à condition qu'elle soit momentanée, qu'elle soit nécessaire et qu'elle permette une sortie. Et bien d'autres... Alors, finissez, mais j'ai une question à vous poser tout de même. Est-ce que ce recours à des méthodes que vous condamnez, d'une certaine manière, justifie les violences vues, les violences qui ne sont pas le fait des manifestants très encadrés et qui sont effectivement pour la plupart pacifiques, mais qui sont le fait de personnes violentes qui précèdent d'ailleurs ces manifestations? Est-ce que ça justifie? Non, c'est pas une justification. Est-ce que ça explique la présence des Black Blocs? Ça l'explique? Non, ça ne justifie ni n'explique. On va pas. Je suis pas là pour défendre. Vous en doutez, les Black Blocs. Je suis pas là non plus. Je le redis, pour taper sur la police de manière générale. Ça, c'est très clair là-dessus. Ce que je dis simplement, c'est qu'à nouveau, il y a eu des violences policières excessives et que ça constitue quand même le début d'un engrenage et que ça donne une motivation, si vous voulez, à ce qu'il y ait en contrepoint. Il n'y avait pas besoin de ça en plus, parce que la jeunesse, elle est vraiment révoltée. Elle est dans la haine, elle est dans la colère et elle est prête à la violence. Violence policière. Attendez. Oui, Patrick Baudouin, je vais donner la parole. Violence policière, Jean-Christophe Alors moi, je n'aime pas du tout ce terme parce que quand on dit violence policière, ça veut sous-entendre que c'est des violences systémiques organisées par la police et légalisées. Alors, violence policière, la violence, elle est toujours encadrée par la loi. Si effectivement, la police, elle s'adapte à son public. C'est-à-dire quand on a des manifestations pacifiques, j'ai jamais vu moi des policiers arriver et taper sur les gens qui sont pacifiques. En revanche, effectivement, quand vous avez des débordements,
lors des premières manifestations contre la réforme des retraites, tout s'est bien passé. Tout s'est même très bien passé. Et j'ai même vu des forces de l'ordre encadrer la manifestation. Non seulement elles encadrées, mais en plus elles défilaient. Donc j'en faisais partie moi aussi. J'étais dans. Vous êtes contre la réforme des retraites. Oui, ça c'est la position syndicale. Oui. Mais effectivement, on est contre cette réforme. Oui. Après, effectivement, quand on a un rassemblement de personnes, on a la gestion de la foule. Quand la foule commence à devenir hostile ou quand il y a des débordements, là, la police est obligée d'intervenir. Alors après, les méthodes, j'aimerais bien savoir ce que vous dites. Enfin, par méthode, les méthodes, elles sont claires, elles sont expliquées. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on donne des sommations et qu'on dit voilà maintenant il faut partir parce que pour des raisons que le préfet a décidé, on peut plus occuper cette place, la place publique, il faut partir. Quand les personnes n'écoutent pas, effectivement après on a des instructions parce qu'on prend pas les initiatives, c'est une instruction, la force légitime d'ailleurs, la force publique, par exemple d'envoyer des grenades lacrymogènes pour disperser des foules. Ça veut dire que la répression peut être légitime. Mais bien sûr, elle est encadrée, elle est légitime. Dans un état de droit, elle doit se justifier. Comment elle est pratiquée. Ça dépend comment elle est pratiquée. Et la loi dit dans quelles conditions elle doit. Jean-Pierre Mignard. La loi dit dans quelles conditions elle doit être pratiquée, la répression. Si des excès de policiers sont constatés, si les policiers sont en état de légitime défense, il y aura enquête. S'ils sont agressés de telle sorte qu'ils n'ont pas d'autre solution pour se dégager d'utiliser la force, personne ne peut dire quoi que ce soit là-dessus. Je pense par contre que l'ordre public, c'est une question politique. Les gouvernements ont des conceptions différentes de l'ordre public selon qu'ils sont des gouvernements n'ayant pas la même lecture de l'état de la société. Je constate que la conception de l'ordre public de ce gouvernement depuis le 49-3 change. C'est-à-dire qu'elle devient beaucoup plus dure. Soudainement, elle devient beaucoup plus dure. Pourquoi ? Parce que le mécontentement est tel dans le pays que nous sommes aujourd'hui entre d'immenses manifestations syndicales et ce qui est peut-être le début d'un soulèvement populaire. C'est très important. C'est très important. Il y a des éléments de soulèvement. Et donc, je pense que le pouvoir a peur. Très bien. Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est bien évidemment essayer d'entamer le crédit de popularité ou d'estime, tout simplement, qu'avait le mouvement syndical pour faire quoi ? Pour créer du désordre. J'ai vu hier une chaîne, je ne citerai pas le nom, pendant 7 minutes, on a zoomé sur des feux de poubelle. Oui. C'est ce que je disais. D'ailleurs, à mon avis, à la fin, il n'y avait plus de poubelle, d'ailleurs, parce qu'elles avaient flambé. Non, mais là, vous avez le rôle. Voilà. On va pas s'attarder dessus. Mais le rôle des chaînes de télévision continue est considérable dans cette affaire. Énorme. Parce que vous avez 2 poubelles qui flambent, vous avez immédiatement 25 caméras tout autour, vous avez 500 000 personnes dans la rue, on ne les montre pas, on les montre moins. Absolument. On passe son temps à vouloir faire du spectaculaire. Et puis, M. Bourdin, je ne vais rien dire sur votre profession, parce que depuis le temps que j'enseigne à l'école des journalistes, depuis longtemps, j'en ai formé beaucoup des journalistes, mais je veux dire, en plus, il y a ensuite certains de vos confrères ou consoeurs qui viennent de manière assez larmoyante s'adresser à un responsable syndical pour dire « Mais vraiment, avec toutes ces violences, vous ne croyez pas que vous allez devenir impopulaire ? Vous ne croyez pas que le mouvement va s'arrêter ?» Donc, je veux dire, c'est très spécial. Alors, oui, il y a des violences. Oui, mais il y a aussi autre chose, Jean-Pierre Mignard. Je vous arrête sur les médias et sur la manière dont tout cela est diffusé. Je parle de diffuser. Il y a aussi toute cette masse de journalistes ou pas journalistes d'ailleurs qui sont avec leur smartphone et qui balancent toutes des images incontrôlées, non vérifiées sur les réseaux sociaux qui nourrissent la colère, qui nourrissent la haine, qui nourrissent le débat, mais d'une manière pas très bonne. Mais monsieur Bourdin, c'est aux chaînes, c'est votre travail à vous, journaliste, de sélectionner. Vous avez raison. Ce que vous prenez, ce que vous ne prenez pas. Oui, mais sur les réseaux sociaux, personne ne sélectionne rien du tout. Mais vous savez, les réseaux sociaux, c'est très utile. Si nous n'avions pas les réseaux sociaux aujourd'hui, je vois même pas ce que nous saurions. J'ai vu une virale très importante. Je vois un officier de gendarmerie qui s'adresse à des membres de la Brave. Oui. Vous l'avez vu. Quelle année ? Ça, je sais pas. Ah ben voilà. Eh ben en fait, c'était en 2020. Ah bon, ça fait rien.
Ah oui, ah bah si, ça c'était fait une non. image. Non, C'était non, non, une image qui avait été détournée. C'est très important parce qu'on pense que c'est actualisé. Ce que je constate, c'est que les corps de police n'ont pas la même activité, la même attitude selon ce qu'ils sont. Non, mais je vous explique juste qu'en 2020, la Brave venait d'être créée. Oui, et donc, du coup, effectivement. Sans formation en plus. Mais sans formation, mais oui, mais ça, c'était le préfet l'allemand qui avait décidé ça. Et nous, d'ailleurs, en tant que syndicalistes, on était montés au créneau. Parce qu'en fait, on prenait des stagiaires, c'est-à-dire qu'on a des policiers qui sortaient d'école, qui arrivaient en compagnie d'intervention, et on les prenait pour faire des renforts sur les Braves. Alors, quand je dis les Braves, c'est pas les pilotes de moto, parce que là, effectivement, il y a des habilitations, c'est très long. Oui. C'était juste derrière. Donc, on avait des jeunes qui n'étaient pas titularisés, qui n'étaient jamais montés sur une moto, et qui étaient de renfort derrière. Entre-temps, la doctrine a changé. Il y a des formations. Ils partent en formation. Il y a plusieurs degrés d'habilitation. Alors, ils vont à Nîmes. Et donc, voilà. J'ai demandé à Félix Mathieu de nous rappeler quand ont été créées ces fameuses Braves et ce qu'elles font. Allez-y. Oui, elles ont été créées au moment des Gilets jaunes en 2019, après les incendies de commerce à Paris. Le préfet de police de l'époque, Didier Lallemand, crée ces brigades composées de binômes à moto amenés à intervenir sur les débordements lors des manifestations. Alors, un policier avec un casque blanc pour conduire, un policier de la BAC en passager avec un casque noir prêt à bondir pour intervenir. Objectif, disperser les regroupements, procéder à un maximum d'interpellations, éviter les départs de cortèges sauvages. Pour ça, ces policiers sillonnent les grandes rues, mais aussi les alentours pour repérer les individus suspects, armés de LBD, protégés par des gilets pare-balles. Alors, parmi ceux qui critiquent ces Braves, certains les comparent aux voltigeurs qui avaient été dissous dans les années 80. Non, rien à voir. Rien à voir. Pourquoi rien à voir avec les voltigeurs ? Rien à voir parce que les voltigeurs, alors c'était des motos avec des pots d'échappement qui étaient trafiqués pour faire beaucoup de bruit. Et surtout, c'est que les policiers qui étaient derrière avaient des bidules, on appelait ça, enfin des grands bâtons, et ne sortaient pas de leur moto. Et en fait, c'était comme une charge de cavalerie. Ils frappaient au fur et à mesure. Les Braves, c'est juste un moyen de locomotion. C'est-à-dire qu'on prend des motos pour aller d'un point A à un point B pour aller très très rapidement. Les collègues débarquent, mais non, c'est la doctrine, c'est que les policiers derrière débarquent, se mettent en unité constituée, et sont là pour effectivement casser des blocs ou des groupes. Et en fait, c'est une cavalerie légère, c'est des troupes de choc. Voilà. Patrick Baudouin n'est pas tout à fait d'accord, mais je voudrais que nous prenions Mélanie, qui est une auditrice. Vous savez qu'ici, les auditeurs ou les auditrices sont prioritaires, j'y tiens beaucoup. Et Mélanie est à Castres, dans le Tarn, et a une question à vous poser, à vous tous. Mélanie, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Mélanie. Quelle question vouliez-vous poser ? Alors, j'ai écouté Sud Radio hier, il y a 2 jours, et une intervention d'un policier syndiqué, alors je ne sais pas de quel syndicat et quel grade il avait, et il disait que sur le terrain, ils avaient bien identifié les black box, mais que l'ordre d'intervenir ne venait pas. Et moi, ma question, puisqu'il s'agit de poser des questions, c'est pourquoi cet ordre ne vient pas ? Est-il vrai que des black blocs ne sont pas interpellés ? Certains ne sont pas interpellés, d'autres le sont. Allons-y, Jean-Christophe Couvier, répondez. Effectivement, quand on est en unité constituée sur du maintien de l'ordre, on obéit à l'ordre légitime, donc un ordre civil. Voilà. Donc si on n'a pas l'instruction d'aller, par exemple, au contact pour interpeller, on ne le fait pas. L'idée, si vous voulez, c'est que quand on tient un point et qu'on a des instructions de tenir le point, on ne peut pas se désengager de ce point et partir un petit peu à la course pour interpeller, parce que quand vous interpellez quelqu'un, derrière, il faut traiter la procédure. Et donc, vous supprimez aussi des effectifs. Donc, il y a des endroits, des fois, où on ne peut pas supprimer des effectifs parce qu'on doit tenir ce point. Et vous n'interpellez pas. Et on n'interpelle pas. Mais c'est très particulier. Après, effectivement, je suis d'accord, dès qu'on peut interpeller, on interpelle. Et après, on monte un dossier et c'est à la justice de prendre ses patins, c'est à la justice de juger, d'être juste et de juger. Et là, on voit que c'est un peu plus compliqué. Maintenant, les black blocs, c'est très... Ils arrivent à se compacter très rapidement. Ils sont aussi très mobiles. Très mobiles. Ils ont une façon d'utiliser. Moi, j'ai vu les collègues des images à Nantes. En fait, il y a 3 lignes. La première ligne avait des banderoles très rigides. Ils sont là pour tenir eux aussi le choc, notamment avec des parapluies et des grosses banderoles et des amas de poubelles. Une deuxième ligne qui lance des projectiles et qui sont armés de gourdins. Et la troisième ligne, c'est la logistique. Ils vont chercher des objets à envoyer, etc. Donc, en fait, ils sont capables de se regrouper très rapidement d'un point A à un point B aussi, et de se disperser aussi vite. Et donc, c'est très difficile à manœuvrer.
Je rappelle qu'il y a eu 457 interpellations hier dans toute la France. Je voudrais le rappeler. Patrick Baudouin, vous allez pouvoir répondre. Et on va parler de la Brave, mais on va passer l'heure sur la Brave. Il est 11h18, à tout de suite, Sud Radio. Nos invités, les violences en général. Violences de certains manifestants, violences parfois de certains policiers. Alors, Jean-Pierre Mignard, avocat au barreau de Paris, est avec nous. Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Jean-Christophe Couvi, policier unité SGP Police FO. Patrick Baudouin, la violence, cette violence, les brigades Brave M, vous dites, est-ce qu'on devrait les supprimer, les retirer de l'espace public, les empêcher d'intervenir, ou sont-elles utiles tout de même pour chasser justement les Black Blocs, les éléments les plus violents qui précèdent les manifestations plutôt pacifiques? Non, je pense qu'elles s'intègrent, je le redis, elles s'intègrent dans un mouvement de violence quand même de la part des forces de police depuis jeudi dernier. On voit très bien le changement. Oui, mais doivent-elles être déployées ou pas? Non, pas sous cette forme. Elles ne sont pas utiles? Nous les trouvons trop violentes. On les voit nous avons des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui assistent aux manifestations, et on voit très bien que ces policiers qui arrivent d'une façon quand même impressionnante, au surplus, ont un usage de la matraque quand même beaucoup plus facile que de la plupart des autres forces de police. C'est quand même quelque chose de violent dans la répression. Et je voudrais juste continuer un instant simplement. Encore une fois, c'est global. On a vu dans les dernières manifestations, par exemple, c'est quand même une atteinte au droit de manifester pour nous. Des interpellations préventives multiples qui n'avaient pas lieu auparavant. Et vous avez eu dans les premières soirées 400 ou 450 interpellations préventives, des gens donc qui ont été empêchés de manifester, et finalement il n'y a eu même pas 10% de poursuites à l'arrivée. Ensuite, dans les manifestations elles-mêmes, ça a été dit, on reprend l'usage des LBD. En Allemagne ou dans d'autres pays, ça n'existe pas. On a une police qui est quand même une police avec une doctrine du maintien de l'ordre qui est particulière et qui est trop violente. Donc les LBD, les gaz lacrymogènes quand même utilisés d'une façon très très massive. Et un dernier point, je voudrais... Mais le policier doit bien pouvoir se défendre ou mais c'est pas la question. Mais bien sûr ou que maintenir oui. l'ordre tout de même. Avec quoi alors? Mais bien sûr que oui, mais à condition... Avec ses poings? Non, avec quoi? Des frites de piscine? Non, mais absolument pas. On ne méconnaît pas les difficultés. Je le redis. Mais c'est une question de proportion dans la façon de procéder. Et on a constaté qu'en allant... La différence, si vous voulez, c'est que les policiers ont repris la doctrine qui avait été celle de l'époque des Gilets jaunes, et d'aller au contact. Et il faut éviter, il faut essayer de ne pas provoquer non plus par des moyens trop violent, nous le disons, et en plus avec une justice qui a été appelée à la rescousse. Il y a une circulaire de M. Dupond-Moretti qui vient dire au procureur, il faut que vous deveniez non pas ceux qui contrôlent la police, mais en quelque sorte les adjoints de ce qui vous est demandé par la police, et en plus il faut que vous sanctionniez de manière très sévère. Résultat, nous avons le cas d'un manifestant qui n'avait jamais été condamné, il a pris 3 ans de prison. Non, c'est pas des façons de procéder, je le dis et je le redis. Enfin, il a été violent quand même, ce manifestant. D'après ce que j'ai compris. Ah non, mais c'est pas peut-être, c'est certain. Je ne dis pas, Jean-Jacques Bourdin. Il a failli tuer un policier. Un coup de skateboard, il s'est acharné à coup de skateboard sur un policier, il a défiguré, et il prend 3 ans de prison. Mais moi, je trouve que c'est juste. Et on aurait fait quoi? Des TIG, on lui aurait réappris le missel républicain. Enfin, non, mais franchement, il y a des fois, Non, mais vous rentrez dans cet engrenage répressif conjugué de la part du pouvoir, de la part de la police, de la part de la justice, qui, encore une fois, nous paraît excessive. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas lieu pour la police, évidemment, de réagir. Et je sais les difficultés quand vous avez ce que vous appelez et ce qui est les Black Blocs. Mais moi, je me situe pour les manifestants, ceux qui ont le droit de manifester. Et je trouve que depuis 8 jours, il y a des entraves disproportionnées qui ont été apportées et qui entraînent cet engrenage de la violence qu'on constate depuis hier plus particulièrement. Jean-Pierre Mignard. Oui, il est exact que les questions d'ordre public sont utilisée pour le rapport de force politique, dans l'opinion notamment, pour savoir de quel côté elle va pencher, etc. Donc il s'agit aussi quand même d'une volonté de capturer l'opinion, et donc chacun y va. Donc, mais qu'est-ce que c'est qu'une manifestation? Dieu sait si j'ai manifesté. C'est la peur. Les gens ont peur. Dans une manifestation, au bout d'un moment, les gens ont peur. Les policiers ont peur. Les manifestants ont peur. Et donc le bon gouvernement,
la bonne gouvernance, le bon commandement, c'est de réduire les peurs. Et donc, par exemple, les NAS, c'est effectivement extrêmement inquiétant et c'est créateur de peur. Les paniques, pourquoi les paniques? Parce que on voit soudain des manifestants qui courent, donc on soupçonne qu'il y a des charges policières, donc les autres manifestants se mettent à courir, et alors on a des policiers qui effectivement ont subi pendant des heures et des heures des cris, des lazis, etc., et qui chargent parce que ça les dégage de leur peur. Moi je pense que c'est la peur qui commande. C'est pour regagner du terrain. Oui, alors donc vous voyez, on est dans la guerre. Ah mais non, mais ce que vous dites est vrai. Il s'agit de le maintien de l'ordre. C'est un affrontement. Oui, bien sûr. Mais pourquoi gagner de l'ordre? Je vais vous interroger. Vous Oui. voyez bien que lorsqu'il y a des charges qui ont lieu au cœur des manifestations, pourquoi? J'ai même vu des services d'ordre syndicaux ou politiques chargés. Non, quand on fait, encore une fois, quand on est en maintien de l'ordre, en unité constituée, on forme une ligne. Donc l'idéologie, j'allais dire, du maintien de l'ordre, c'est de ne pas aller au contact. C'est-à-dire qu'il faut garder toujours un espace entre les manifestants et les policiers. Dès lors que les manifestants viennent au contact des boucliers, des policiers, il faut qu'on regagne du terrain et qu'on recrée cet espace. Après, vous avez plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire soit préventif, quand vous voyez que la foule arrive alors qu'elle n'a pas à venir, parce que des fois on protège les artères pour pas que justement que ça se diffuse partout. Quand vous avez signé une manifestation, vous avez signé, j'allais dire, un trajet. Oui. Voilà. Donc du coup, vous lancez des gaz lacrymogènes pour repousser les personnes. Si les personnes viennent encore au contact, il vous reste quoi? Il vous reste le corps à corps. Et c'est là où effectivement c'est très compliqué. Et des fois donc on fait des bonds offensifs, parce que quand vous êtes la victime de gens très radicalisés qui vous lancent des pavés d'1,6 kg, qui vous lancent, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, du plâtre aggloméré avec des vis et des clous dedans, du cocktail Molotov, etc. Eh ben oui, vous faites un bond offensif pour regagner le terrain. Et après vous vous repliez. C'est ça en fait, gagner le terrain. Et c'est pas des hier j'étais dans la manifestation. Ce que vous décrivez très bien passé, je le constate, je le vois bien. Mais les manifestations au début, mais pourquoi alors justement, le temps syndical, on fait attention. Oui. Et quand c'est terminé, c'est-à-dire le 49.3, c'est-à-dire là où on pense, parce qu'il faut écouter le président de la République, c'est le démiurge de tout ça. C'est le démiurge. Il dit maintenant, grosso modo, oui, je respecte, mais de toute façon, on ne changera rien d'une certaine manière, ça ne sert à rien et ça suffit. Donc je pense, Monsieur Bourdin, je pense que le gouvernement porte la responsabilité de blesser des manifestants et d'exposer sa police. Ils ne respectent pas plus les uns que les autres. Car se servir de la police contre les manifestants, ce n'est pas plus respecter les fonctionnaires. Bien, Yvette est à Perpignan et veut se joindre à notre débat. Bonjour Yvette. Bonjour. Bonjour Yvette, vous êtes perpignanaise, vous regardez tout cela. D'abord, comment regardez-vous tout cela? Quelles remarques et quelles questions? Moi, je remarque que c'est navrant de voir des choses comme ça, surtout que la plupart du temps, ce n'est pas les syndicalistes qui font des choses, ce n'est pas les gens qui sont sincères. C'est une bande qui brûle, qui font n'importe quoi. Et je ne suis pas sûre. J'ai entendu une jeune fille qui disait oui, on est là pour nos retraites. Elle a 20 ans, hein. 64 ans, mais ma pauvre fille, j'étais pour lui dire dans 40 ans d'ici, travaillera peut-être jusqu'à 80 ans, parce que comment qu'on fera quand il y aura 12 milliards de personnes sur la Terre? Enfin bon, passons. Donc moi je trouve que les policiers, c'est normal qu'ils rétorquent. Ils devraient rétorquer même plus fort que ça. Ils reçoivent des pavés, ils poussent, on les voit comment ils les poussent, comment ils leur crachent à la figure, Mais c'est affreux de voir des choses comme ça. Bien. Et en plus, je voulais vous dire aussi que tout ce qui brûle, tout ce qui casse, c'est encore nos assurances, nous aux pauvres, au peuple, qui vont payer tout ça. Ça, c'est vrai que c'est nous qui paierons tous les dégâts. Oui, mais bon, ça, c'est ça. C'est bien de défendre le peuple, mais en faisant des choses. Bon. Par exemple, 500 camions arrivent, entourent l'Élysée, ils peuvent plus sortir. Là, ça serait une belle action. Et nous, ça nous emmerderait pas. Bon, merci Yvette. Merci. Oui, en matière de maintien de l'ordre, le Conseil d'État a jugé illégal les méthodes d'interpellation, les systèmes d'ordre public qui avaient été mis en place en 2020. Quel est le fil conducteur du Conseil d'État? Il dit c'est la proportionnalité. C'est-à-dire tout se juge, tout se jauge en fonction des circonstances, etc. Vous dites, vous avez raison, parce que ce que vous dites est vrai, je le partage. Simplement, quand des policiers se mettent face à une manifestation, est-ce que c'est le bon moyen? Est-ce que finalement, le commandement sur ce point est suffisamment prudent pour pas exposer pour rien
pour rien, parce que c'est là que le choc se mais fait. Jean-Pierre Mignard, le quand choc se fait vous là. avez Il faut devant éviter une les chocs. manifestation très bien encadrée, 1500 ou 2000, 1000, 1500, 2000 individus casqués, vêtus de noir, qui ne pensent qu'à une chose, c'est casser du flic. C'est ce qu'ils disent. À Paris, casser du flic. À Paris, c'était pas le cas hier. Et je vais vous dire, pardon Patrick, j'en ai pour une seconde. J'ai vu le rassemblement. Il y avait des dizaines de milliers de gens en place de l'Opéra. C'était les gens suffoquaient de ce que disait Patrick Baudouin était juste, suffoquaient sous les gaz. J'ai 2 de mes collaborateurs, 2 jeunes avocats qui étaient allés manifester. Ils sont venus, mais ils n'en pouvaient plus. Ils disaient, mais c'est insupportable ce qu'on a vécu. Donc ça, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Comprenez, j'attaque pas la police, c'est ridicule. Et puis, moi, je ne déteste pas la police. Je vais me permettre de répondre... Non, mais attends, j'en ai pour une seconde. Ce que je pense, c'est qu'à ce moment-là, on doit attendre. C'est-à-dire, donnez-leur des portes de sortie. Quand une foule est effrayée, monsieur, vous le savez bien, une foule est effrayée, elle devient paniquée, et la panique, c'est la peur. Bien. C'est la peur chez vous. Est-ce que c'est la foule effrayée qui a brûlé des poubelles? Est-ce que c'est la foule effrayée? Oui, enfin, les poubelles, on va pas non plus... Non, je suis d'accord avec vous. Je pense que les blessures humaines et puis le portail de la mairie de Bordeaux sont un peu plus importants. Oui, c'est un peu plus important. Attendez, Patrick Baudouin, attendez, je suis obligé d'observer une petite page de pub. Donc, je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas. Et aussi à Jean-Christophe Couvi. Allez, vous êtes sur Sud Radio, chacun peut s'exprimer, vous le savez, il est 11h32. Il est 11h35. Bien, Patrick Baudouin, vous vouliez préciser certaines choses, allez-y. Oui, je voulais juste préciser, on est sur les Black Blocs, et évidemment c'est tout à fait condamnable, c'est très difficile à gérer, etc. Je voudrais juste dépasser ça pour dire que ce qui est très inquiétant, c'est que précisément dans la semaine écoulée, c'est le comportement de ceux qui manifestent, ou celles qui manifestent. Jusqu'à jeudi dernier, les syndicats contrôlaient bien les manifestations. Et personne ne voulait des Black Blocs. Enfin, on était contre toute violence dans la manifestation. Aujourd'hui, il y a un grand changement, c'est que les manifestants sont très jeunes. Et hier, il semblerait qu'il y ait eu pratiquement la moitié de manifestants à Paris qui étaient jeunes. Et ces jeunes, quand on les interroge, on leur dit, mais enfin, ça dégénère. Ils ne désavouent plus les violences qui sont commises par les Black Blocs, auxquels ils n'appartiennent pas, ces jeunes. Et c'est ça qui est très inquiétant, c'est cette adhésion à la violence. Voilà, cette adhésion à la violence. Cette tolérance. Tolérance de la violence. Tu as raison, ce n'est pas une adhésion, mais c'est une tolérance, et c'est extrêmement préoccupant, parce que si ça perdure, on ne sait pas jusqu'où cela va aller. Car de la tolérance, on peut passer à l'adhésion. Et il y a vraiment un vent de révolte, je crois, sous-estimé par le pouvoir, à moins que le pouvoir ne joue sciemment, politiquement, le jeu du pourrissement, en espérant qu'on va arriver à des violences telles qu'il y aura un retournement de l'opinion. C'est un peu ce qu'on avait connu en mai 68, pour ceux qui ont connu cette époque. Je crains que ça ne soit son jeu. Pourquoi je crains? Parce qu'au bout du compte, ça nous conduira au pire, c'est-à-dire à des gouvernements d'extrême droite. Voilà. D'extrême droite ou d'extrême gauche. Ou d'extrême gauche. Ou d'extrême gauche. D'extrême. On va dire d'extrême. Qui n'ont pas la majorité. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes politiques. Mais ça, on ne va pas ouvrir un débat politique. Mais c'est pour ça que je posais la question au début d'entretien. La violence est-elle un moyen de faire reculer le gouvernement? C'est que je pense que dans l'opinion publique et chez certains jeunes, la violence est le moyen pour faire reculer le gouvernement. Oui, pourquoi? Parce que rien n'a pu le faire reculer jusqu'à présent. Que le jeu on a un président qui est totalement discrédité, c'est une évidence. Un Parlement qui s'est auto-discrédité, malgré tout, à travers son comportement. Par son comportement général, d'ailleurs. Général, oui. Tout parti. Donc, qu'est-ce qui reste? Il restait le mouvement populaire, le mouvement syndical, le mouvement social. Et ce mouvement n'est pas entendu, n'est pas écouté. Ils se sont méprisés. L'interview de Macron a été, à cet égard, désastreuse. Il aurait voulu mettre l'incendie et jouer les pyromanes, il faisait pas mieux. Donc, à partir de là, s'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a plus que la solution de la rue. C'est pas suffisant quand on manifeste calmement. On passe à l'échelle supérieure, qui est une échelle violente.
Et je pense qu'on est malheureusement dans cette logique pour l'instant. Il est grand temps de réagir. Alors effectivement, Christophe Couvi. Oui, effectivement, on a une société, nous on le voit en tant que policiers, on est des observateurs de la société en temps réel, hein, et on voit que on a une jeunesse qui est très violente. On le voit d'ailleurs dans des quartiers sensibles, on le voit tous les jours, il y a des gamins de 14 ans. Ils ne sont pas là. Non, mais ils sont pas là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une violence de 13-14 ans de jeunes qui sont, qui est prégnante. Et donc, effectivement, on a une génération de jeunes qui a une fascination pour cette violence. Et donc, oui, c'est un terreau. Et moi, je me dis, encore une fois, les jeunes aujourd'hui qui tolèrent cette violence et qui disent, après tout, si on n'est pas écouté, parce qu'à chaque fois, le politique dit, je vous écoute, je vous entends, mais derrière, je ne change pas ma politique. Et donc, les jeunes se disent, effectivement, il n'y a que la violence qui va permettre peut-être d'arriver à nos fins, et ça va être un objectif pour atteindre quelque chose. Et c'est là où nous, on tire la sonnette d'alarme, parce que les jeunes de 15, 16 ans, 17 ans aujourd'hui, dans 10 ans, ce sera des jeunes, j'allais dire des adultes matures, mais qui auront été habitués justement à ces mouvements de foule, de violence et de rébellion. Une info qui vient de tomber à l'instant, la visite du roi Charles III est reportée. C'est la décision vient de tomber. Qu'en pensez-vous? Tiens, vous réagissez à chaud. Je pense que c'est opportun, parce que vraiment... Patrick Baudouin. Oui, je pense c'est opportun de reporter cette visite. Je pense, parce que c'était une raison supplémentaire de multiplier les sources de violence. Enfin, ça paraissait tellement anachronique par rapport à l'état du pays, bien sûr. Réaction, Jean-Pierre Mignard? Oui, c'est la sagesse, mais je voudrais insister, c'est pas mince quand même le roi d'Angleterre. Angleterre, hein. Mais l'Angleterre, c'est notre plus grand allié. C'est notre plus vieux pays allié. Voilà, c'est pas mince. L'Angleterre, dans notre histoire, c'est majeur. Et donc, c'est vrai que ça signifie, toutes ces affaires, signifie que c'est dorénavant, je veux dire, le statut européen, sinon même international de la France qui est en cause, car je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Qui a annulé? Alors, savoir qui a annulé. Pour l'instant, je n'ai pas l'information. Ce matin, hier soir, M. Darmanin disait, nous avons bien sûr tous les moyens d'accueillir le roi d'Angleterre. Donc, je n'ai pas le sentiment que ça vienne tant de la France. Je pense que les Anglais, depuis plusieurs jours, sont très inquiets de ce qui se passe et n'ont pas envie d'un dîner à Versailles où il y a des milliers de manifestants, plus des policiers. Ça arrange tout le monde, remarquez. Ça arrange Emmanuel Macron. Non, ça n'arrange pas. Non, ça ne peut pas arranger. Vous vous rendez compte que nous sommes contraints de reporter la visite du roi d'Angleterre. Alors oui, en termes de maintien de l'ordre, etc., ça peut intéresser. Les policiers, c'est un soulagement. Mais pas en termes de statut du pays. Je pense que c'est une fragilisation supplémentaire de Macron. Et du pays. Et je pense que la décision, effectivement, comme tu le dis, elle est venue peut-être du côté anglais, ou en tout cas d'un commun accord. C'était très inquiet. Sûrement d'un commun accord. Sans doute d'un commun accord. De toute façon, si les Anglais disent vous ne pouvez pas assurer la sécurité de notre roi, donc il ne viendra pas, qu'est-ce que vous voulez, on prend acte. Mais c'est pour les forces de l'ordre, c'est un soulagement, Jean-Christophe Couvi. Soulagement, oui, parce qu'effectivement, nous, on a des remontées de nos collègues de terrain qui nous disent qu'ils sont épuisés, que ça fait vraiment... J'allais vous en parler. Oui, bien sûr, on est sur tous les fronts depuis 3 mois. Là, actuellement, depuis une semaine, tous les soirs dans Paris, c'est des scènes de guérilla. Les unités mobiles, CRS et gendarmes mobiles sont dispersés partout en province. Effectivement, là, il fallait retenir, bunkériser Paris et Versailles pendant encore pratiquement une semaine. Ce week-end, il y a Sainte-Soline, où on sait que ça va être encore un terrain d'affrontement. Les méga bassines. On travaille à flux tendu depuis quelque temps. Et quand on doit prévoir une année avec des forces de l'emploi de forces mobiles, où il faut aussi des moments, entre guillemets, de repos, où on baisse un petit peu la pression, parce qu'on a besoin d'avoir des policiers affûtés, notamment il va y avoir la Coupe du Monde de rugby qui va arriver. L'année prochaine, il y a des événements internationaux avec les 80 ans du débarquement, il y a les Jeux Olympiques, il y a le parcours de la flamme olympique. Enfin, on aura besoin effectivement de toutes les forces de police. Et là, aujourd'hui, on est sur les rotules. Et on voit bien que ça ne va pas pouvoir tenir très longtemps. J'ai lu aussi sur les réseaux sociaux, mais pas que sur les réseaux sociaux, j'ai entendu, j'ai vu des manifestants demander aux forces de police demander aux forces de police de baisser armes aux pieds en quelque sorte, et d'ôter leur casque et toute leur protection. Est-ce que c'est possible ça ou pas, Jean-Christophe? Nous, alors effectivement, on a un job à faire. Alors on peut par exemple être contre la réforme. On n'a pas le droit de grève, mais en même temps, on est là aussi pour assurer vous pouvez manifester, mais vous ne pouvez pas faire grève. On peut manifester, on pose une journée de congé quand on a le droit,
parce que les journées en ce moment sont contraignantes, et on peut les manifester. Mais on n'a pas le droit de grève. En revanche, on est là on est gardien de la paix. Et donc, on doit garder cette paix sociale. Et notre job, effectivement, c'est d'être sur le terrain et de permettre à des milliers de personnes d'aller manifester tranquillement. Hier, moi, j'étais dans la foule. Et de protéger les biens. Et de protéger les biens. Hier, j'étais dans la foule, et effectivement, à un moment donné, les cortèges ne pouvaient plus avancer, parce qu'on avait 1000 Black Blocs qui étaient place de la République, et qui bloquaient le cortège, et qui affrontaient la police. Et donc, forcément, quand j'entends tout à l'heure, on dit, oui, mais pourquoi est-ce que les manifestants n'avancent pas? Eh bien, on ne peut pas avancer parce qu'il y a des affrontements. Dès lors qu'on nettoie la place des Black Blocs, après, le cortège peut continuer. En revanche, je pense qu'hier, l'exécutif avait sous-estimé le nombre de manifestants, tant en France périphérique que sur Paris, y compris l'arrivée du cortège, place de l'Opéra, qui pour moi était vraiment une souricière, avec c'était très petit à manœuvrer, enfin, pas beaucoup d'espace, et donc forcément, dès qu'il y a des lacrymos, tout le monde est gazé, et ça crée des... Je vous entends très bien, je remets en aucun cas tout ce que vous venez de dire. Maintenant, essayons d'être un peu imaginatifs. Vous voyez ce que fait la Ligue? C'est bien ce que fait la Ligue des droits de l'homme, elle a des observateurs. Lorsque la mort de Malik Oussekine, avec d'autres, j'avais créé les casques blancs. Oui. Qui, effectivement, alors une immense manifestation, on était 150 avec des casques, on était à la direction de la police, à la coordination nationale étudiante. Ça avait aidé à pacifier, ça a rassuré. Même les parents étaient contents parce qu'on a des petits là-dedans. Alors, puisque le ministre n'est pas bon, il faut peut-être sur ce point que les syndicats, à leur tour, prennent leurs responsabilités. D'abord, lui dire que ça ne marche pas toujours comme il le pense et que ça vous met inutilement en situation difficile et que ça risque. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe pour les manifestants? Ils ne savent pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce que des policiers avec des mégaphones, quand il se passe des choses comme ça, ne remontent pas les rangs, dire voilà ce qui se passe? Pourquoi? Il y a des Black Blocs devant. Non, mais devant, et oui, exactement. Mais pourquoi vous n'informez pas? Mais je vous assure, monsieur, et c'est pour le bien des policiers, le bien des manifestants et le bien public et la paix sociale. Informez, reprenez et informez, parce que qu'est-ce qui se passe dans les rangs de manifestants? On ne sait rien, on reçoit du gaz, on est terrorisé. Informez-les, rassurez-les, que les syndicats prennent leurs responsabilités, organisez ça, personne ne vous le reprochera et la population applaudira. Écoutez, je pense qu'il faut réconcilier la police avec la population. C'est vraiment extrêmement important parce que, à nouveau, on sent un fort mouvement anti-flic et on est en présence avec vous. Mais certains l'utilisent, ce mouvement anti-flic, ne cachons pas les choses. Bien sûr. Quand à la France Insoumise, on dit la police tue, pardonnez-moi. Mais pardonnez-moi, je vais rebondir là-dessus. Je voudrais juste, si vous permettez, juste un mot. On est en présence d'un représentant des policiers, je trouve, avec lequel on a vraiment un discours. On n'est pas d'accord, mais un discours intelligent, un discours constructif. Il faut le dire, vous le savez, au sein des forces de police, il y a des syndicats beaucoup plus extrémistes aussi. Et qui contribue aussi à cette, à ces difficultés entre la population et la police. Donc je crois, comme le disait Jean-Pierre, il y a des moyens d'améliorer le lien, et y compris en informant. Et je suis sûr qu'on se réunirait, d'ailleurs on devrait le faire, la Ligue, vous et un certain nombre de forces, pour essayer d'améliorer les choses. Et pas du tout dire la police tue. Moi, alors c'est un slogan que je déteste. Je le dis très franchement, je vous le dis. Je conteste parfois les dérives policières, mais je les mets d'ailleurs beaucoup plus sur le compte du pouvoir politique que sur le compte de la police, parce que la doctrine du maintien de l'ordre, c'est au pouvoir politique de la mettre en œuvre et de l'appliquer. Bien, il est 11h46, dernière pause, et nous terminons notre débat qui est très constructif et très instructif. À tout de suite. Bien, je voudrais terminer, parce qu'on voit beaucoup de feux. Encore une fois, on va rebondir sur ces images qui alimentent tout, finalement, qui alimentent les colères, qui alimentent... Bon, et ces images, avec ces poubelles qui sont incendiées, il y a quand même une co-responsabilité à Paris de la préfecture de police et de la mairie de Paris. Jean-Pierre Mignard. Oui, du président de la République, si vous voulez. Non, mais on est d'accord. La troisième responsabilité. Et du président de la République. Parce qu'alors, là, c'est effectivement compliqué, parce qu'il y a le droit de grève. Donc, dans ces conditions, quand il y a des manifestations, c'est vrai qu'il faut déblayer sur le parcours et toutes les rues adjacentes. Donc, mais comment se fait-il que ça ne soit pas déblayé? Parce que d'abord, il faut des gens pour déblayer. On évoque le fait que les éboueurs des sociétés privées seraient sur le point de se mettre en grève. C'est une rumeur qui circule, j'ai vu des bandeaux. Alors, bien évidemment, alors là, vous comprenez, la maire de Paris, elle est dans une situation insupportable d'une certaine manière. Elle soutient le mouvement, et il faut qu'elle prenne des mesures de salubrité qui sont de sa responsabilité, comme celle du préfet. Et de sécurité comme celle du préfet. Alors il faut tout ça. Alors là, on est arrivé à des stades
où tous les pouvoirs deviennent impuissants. Pourquoi, M. Bourdin, ça devient impuissant? Parce qu'encore une fois, la protestation, le mouvement auquel on fait face, quasi-soulèvement, est tel que, pour ma part, je suis très jeune, je n'ai jamais connu ça depuis mai 68. Je n'ai pas dit que tout... Non. C'est pas comparable. Non, mais vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? C'est-à-dire que, évidemment, les mouvements ont un peu avancé, plutôt que de rester des journées dans les entreprises pour faire grève. D'ailleurs, les gens ne le peuvent plus parce que leurs revenus sont tels que. Oui. Alors, finalement, le pays se trouve... on proteste, on multiplie les blocages, on manifeste par millions et par millions. Et je veux dire, on a un pouvoir sourd. Ce que disait Patrick Baudouin est vrai, c'est qu'à un moment donné, il faut que le pouvoir parle. C'est peut-être le Conseil constitutionnel qui, avec un sursaut de sagesse, après tout on les appelle les sages, qui va dire on va bloquer cette histoire. C'est le Conseil constitutionnel qui a les cartes en main aujourd'hui. Oui, peut-être pour des raisons. Alors peut-être pour des raisons non constitutionnelles. Je vais aller jusqu'au là, mais supérieures. Il va falloir qu'on trouve effectivement une manière de bloquer. En sanctionnant une partie du texte. Oui, alors on peut trouver pour bloquer en partie cette course. Il y a une course à l'abîme. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Baudouin? Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui aujourd'hui... sur le dernier point, moi je ne prendrai pas parti, si vous voulez, parce que c'est quand même un problème qui va rester juridique, malgré tout. Même si on sait toujours qu'on peut tirer le droit pour aller un peu vers la politique. Mais certains constitutionnalistes éminents estiment qu'il peut y avoir matière tout de même, soit annulation du fait de la procédure qui a été choisie, qui ne serait pas une procédure vraiment conforme, ou alors annulation d'une partie des dispositions du texte. Et c'est vrai que ça pourrait être peut-être un début de commencement d'apaisement. Bon, voilà. Mais on va attendre. J'ai lu avec intérêt ce qu'a dit ce matin Laurent Berger. Je ne sais pas si vous avez écouté, Laurent Berger était sur RTL, je crois, et il a dit, bon, maintenant, peut-être qu'on pourrait se donner 6 mois, revoir certains points du texte, notamment sur les seniors, c'était une porte ouverte un peu. C'est une porte ouverte pour retarder. Pour retarder, oui. Et donc pour apaiser, si tant est que le retard puisse apaiser. On se donne 6 mois de discussion. Oui, nous, on est prêt à discuter pendant 6 mois et on va peut-être modifier le texte. Bon, il n'a pas parlé du report de l'âge légal à 64 ans. Non, mais évidemment. Mais il ouvre une perspective. Voilà, il contourne ce point. Parce que ce qu'il faut rechercher aujourd'hui, c'est une possibilité politique alternative. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas, qu'on est dans l'impasse. Mais il n'y en a pas. Et Laurent Berger, Patrick Baudouin, il offre quand même justement une petite porte qui s'ouvre. Il n'y a pas de majorité côté pouvoir et il n'y a pas de majorité côté opposition. Donc où est l'ouverture politique? Elle n'existe pas. C'est bien beau de dire on va dissoudre l'Assemblée nationale, mais c'est pas une solution de dissoudre l'Assemblée nationale. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Mignard? Toujours, en effet, parce qu'en France, on n'aime pas du tout demander aux citoyens de parler, le peuple, etc. On fait des conventions citoyennes avec 100 personnes, mais on a très très peur, comme si c'était représentatif entre nous, mais on fait jamais de... On peut faire un référendum, oui, bien sûr. La gauche a pris l'initiative, on peut faire un moratoire, on peut décider que des questions vont être remises en cause, mais ça veut dire, premièrement, que le pouvoir ait un peu d'humilité sur ce qui a été sa conduite. Le début de tout, M. Bourdin, ce sera la sagesse et le début d'humilité du pouvoir. Jean-Christophe Couvi. Moi, déjà, ce qui m'interpelle, effectivement, c'est que vous savez, on a l'habitude, nous aussi, dans certains ministères, enfin, pratiquement tous, c'est-à-dire que la France est comme un véhicule dans lequel la boîte de vitesse, il n'y a pas de marche arrière. C'est-à-dire que dès lors qu'on a pris une décision politique, on fonce, y compris dans un mur, parce qu'on n'est pas dans... Je veux dire, on devient dans une posture. Mais on est incapable. La culture du compromis, on ne sait pas ce que c'est. La coalition, on ne sait pas ce que c'est. Alors comment voulez-vous qu'on passe la marche arrière? Et qu'on dit, par exemple, on a reçu les syndicats, on a dialogué avec eux, on a pris ce que les syndicats nous ont donné. En fait, c'est faux. Oui, bien sûr qu'ils nous reçoivent. Bien sûr qu'on discute, c'est du monologue social, c'est-à-dire que nous, on fait des propositions, on dit très bien, merci de les avoir données, maintenant je vais vous expliquer comment on va faire. Et en fait, ils imposent leur vision. Et c'est toute une technostructure qui est en place. Et nous, souvent, on se heurte à ça. Avec une réforme qui, rappelons-le, n'est pas la même que celle qui avait été présentée il y a 4 ans. De surcroît. Bien sûr. Et qui a ajouté à la confusion. J'ajoute juste, il faut juste faire attention, parce qu'en 2011, en Italie, il y a une réforme de la retraite qui est passée comme ça au forceps, et 10 ans après, il y a le gouvernement
notamment Mélanie, avec des extrêmes. Oui, exactement. Et donc c'est peut-être un jour ce qui va... Cette ministre du Travail qui est de centre-gauche, qui ne peut pas continuer sa conférence de presse, elle éclate en sanglots. Elle est connue, c'est impressionnant. Elle éclate, parce qu'on va demander des sacrifices aux travailleurs, c'est une femme de gauche, et elle éclate en sanglots pour dire « je suis en train de me renier ». Et je veux dire quand même, en ce qui concerne les lois, souvenons-nous Dominique de Villepin avec le CEP, c'est surtout Jacques Chirac d'ailleurs, qui dit « bon ben on arrête, on promulgue pas ». Et François Mitterrand, l'école privée, hein. Parce que vous avez raison, mais en fait, Dominique de Villepin, il y avait une telle rivalité politique au sein même du gouvernement. Il y a toujours des rivalités politiques dans le gouvernement. Enfin, entre Villepin et Sarkozy, que d'accord, mais souvenez-nous, François Mitterrand et l'école libre, l'école privée. Macron a manifesté un tel entêtement, puis alors tu parlais d'humilité, c'est quand même pas sa qualité première. Ça me fait repenser à Gérard Collomb qui parlait de l'hubris et qui est parti à un certain moment aussi. Et il est toujours dans cette logique. Alors il faudrait vraiment qu'il change radicalement et il n'en a pas donné les premiers signes. Bien, merci messieurs d'être venus nous voir, d'avoir discuté, d'avoir dialogué, parce que c'est bien le dialogue. Il est 11h57, vous êtes sur Sud Radio.